science. Alors aujourd'hui, cette émission, nous allons vous la présenter dans un contexte très particulier que vous connaissez pratiquement tous. Ce contexte est caractérisé par le confinement des millions et des millions de personnes, mais un confinement imposé. Mais aussi, ce contexte est également marqué par le ralentissement de toutes les activités humaines, plus particulièrement celles économiques. Tout ceci est dû simplement à la présence d'un minuscule être qui se révèle être un virus. Alors, il est là, c'est les humains, et fait une propagation très rapide. Vous comprenez pourquoi, dans cette émission, j'ai aujourd'hui la présence d'une très grande personnalité scientifique sénégalaise, en la personne de Dr Mbaye Niang. Docteur, merci beaucoup vraiment d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que Dr Mbaye Niang a occupé de très hautes responsabilités à l'Institut Pasteur de Dakar, plus particulièrement au pôle virologie. Elle a consacré une très grande partie de sa carrière scientifique dans la virologie, la branche scientifique qui étudie les virus. Donc, merci beaucoup. Alors, docteur, vous ne l'ignorez pas, le Sénégal vit aujourd'hui un contexte très particulier. Sur le plan scientifique, beaucoup d'interrogations se posent. Alors, d'abord, avec cette pandémie liée au Covid-19, parlez-nous un peu de ce virus. C'est quoi d'abord un coronavirus? C'est quoi sa particularité également, comparée aux autres? Et parlez-nous également de son origine. Merci, M. Diop, surtout de cette invitation. Effectivement, j'ai eu à travailler sur les virus respiratoires au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar, où j'occupais réellement le responsable, j'étais la responsable du Centre national de référence sur la grippe et les autres virus respiratoires. Comme vous dites, l'actualité partout, c'est cette épidémie de coronavirus. C'est quoi un coronavirus, comme vous me demandez? C'est un virus. Et comme tous les virus, ils appartiennent à des familles. Et que celui-là, c'est réellement la famille des coronaviridae et à l'ordre des nidovirales. Et au genre aussi des bêta-coronavirus. Donc c'est un virus à ARN, parce que les virus aussi, il y a différents types de virus, il y a les types ADN, les virus, mais celui-là c'est un virus à ARN, monocaténaire de polarité positive. Ils appartiennent à la famille des coronaviridae, comme je viens de dire, et c'est des virus qu'on a retrouvés qui infectent les mammifères et l'animal. Donc là, sur le plan clinique, on distingue deux types de coronavirus. Les coronavirus qu'on peut dire peu pathogènes et qui infectent l'homme, on en connaît 4 aujourd'hui, et les coronavirus qui sont hautement pathogènes, dont on avait jusqu'à récemment 2 représentants, le SARS-CoV qui a été responsable de l'épidémie de 2003, si vous vous rappelez, et tout dernièrement en 2012, le MERS-CoV qui a été aussi à l'origine d'une épidémie, et tout dernièrement le SARS-CoV-2 qui est responsable de cette épidémie de Covid-19. Parce que ça a apparu en 2019. D'accord. Merci beaucoup. D'abord, mais il semble qu'en termes de propagation, ce virus-là, découvert en 2019, présente une propagation beaucoup plus rapide. Alors, vous, en tant que virologue, comment vous expliquez cet aspect-là? Cet aspect, il faut dire que, effectivement, j'ai un peu occulté ta question sur l'origine du virus. Là aussi, depuis le début de la pandémie, on a beaucoup appris et on continue à apprendre réellement sur ce virus-là. Au début, on sait que les coronavirus, le réservoir des coronavirus, c'est réellement les chauves-souris. Mais on a vu qu'avec les séquences qui ont été faites, qu'il y avait à peu près 96% d'homologie. Mais les recherches qui ont été faites avec les Chinois, ils ont séquencé à peu près 1000 séquences et ils ont vu que la séquence de ce virus SARS-CoV-2
était à 99% d'homologie, avec 99% d'homologie, avec des séquences isolées chez un animal qu'on appelle le pangolin, qui est un mammifère à écailles qu'on trouve au niveau de l'Asie, de la Chine, dont la chair est très prisée par les Chinois. De même que les organes, les écailles sont utilisés aussi par la médecine traditionnelle asiatique. Et pour ça, on pense que l'origine, le pangolin est réellement l'hôte intermédiaire qui a transféré le virus à l'homme. Donc, il y a un peu cette origine-là. Donc, pour ce qui est de la particularité de ce virus, on a remarqué effectivement qu'il a une très... la transmission de ce virus, elle est très rapide. Parce qu'une personne, on a vu qu'une personne infectée est capable d'infecter 2 à 3 personnes. Et moi, peut-être même plus. Donc là, vraiment, la transmissibilité du virus, elle est très élevée. Elle est très élevée. Donc ça, peut-être, ça pourrait expliquer le fait qu'on ait vraiment beaucoup de personnes contaminées. Merci beaucoup, madame. Avant d'aborder un peu la question sur les symptômes, la durée d'incubation, voilà, les tranches d'âge qui sont touchées, les différentes, en tout cas, tranches d'âge qui sont touchées. Alors, j'aimerais un peu revenir sur les différentes épidémies que l'humanité a connues dans le passé. Vous l'avez tout à l'heure même rappelé. Alors, qu'est-ce qui fait la différence c'est quoi la différence entre ces différentes épidémies? À partir de celle qui a eu lieu en 2003, également avec la grippe H1N1 en 2009, aussi avec l'actuelle pandémie qui sévit dans le monde. Vous, en tant que virologue, c'est quoi un peu la différence? Là, ils ont les 3 épidémies que vous avez citées, c'est de 2003 avec le SARS, 2012 avec le MERS, et la dernière, aujourd'hui, que nous vivons, le SARS-CoV-2, ils ont une ressemblance pour dire que c'est tous des virus respiratoires. Mais c'est des virus respiratoires, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont les mêmes virus, que c'est les mêmes virus. Autant le SARS 1 et le SARS 2 peuvent se ressembler parce qu'ils appartiennent à la même famille, ce n'est pas le cas avec le H1N1. Le H1N1, c'est un virus grippal et déjà, ils n'ont pas la même structure. Autant les virus grippaux sont des virus segmentés, là je vous ai dit que tout à l'heure que c'est un virus ARN, mais c'est un monocaténaire. C'est un seul brin d'ARN qu'ils ont. Donc là, il y a cette différence. On peut dire que c'est des virus respiratoires. Les virus respiratoires, d'habitude, ils ont la même façon de transmission. C'est par voie aérienne avec les gouttelettes qui sont émises lors d'un éternuement, d'une toux. Sinon, c'est vraiment des virus qui sont différents. Merci beaucoup pour ces clarifications. Maintenant, est-ce que ce virus présente plusieurs sources? Est-ce qu'actuellement dans le monde, il y a une seule source qui circule partout ou bien il y a différentes sources? Ce qu'on a vu avec ce SARS-CoV-là, que c'est un virus vraiment assez stable comparé aux autres virus. Les virus ont une particularité, à chaque fois qu'ils se répliquent, il y a des mutations qui se produisent. Là, il y a les Chinois qui ont vu qu'il y a beaucoup de mutations, mais ces mutations n'ont pas réellement un caractère significatif pour impacter sur la virulence de la souche, par exemple. Tout dernièrement, j'ai lu qu'il y a les Chinois qui ont découvert, et même ça a été publié, qu'il y a 2 variantes de ce virus-là qu'ils ont vues. Une variante qu'ils ont nommée L et S. Et on a vu que le premier était moins adapté à l'homme et que le dernier, qui maintenant représente 70%, est beaucoup plus virulent et s'adapte bien à l'homme. Peut-être ça aussi peut expliquer le fait qu'on ait ce que vous demandez tout à l'heure. Merci beaucoup vraiment, Dr Maël, pour toutes ces explications très claires. Alors, on va maintenant aborder un peu le deuxième chapitre en fait de notre interrogation. Alors, on va parler un peu des symptômes. Quand le virus pénètre l'organisme, il va emprunter quel circuit?
D'accord. Concernant la symptomatologie de cette maladie, ce qu'on a vu, c'est que la durée d'incubation moyenne est de 5 jours, avec des extrémités qui peuvent aller de 2 à 12 jours. Et que là, il y a par exemple, si on la compare un peu à la grippe, où on a une différence de 3 jours d'incubation. Donc là, la moyenne, c'est vraiment 5 jours d'incubation. Mais il faut voir que tout au début, les symptômes sont spécifiques, tout au début, on a des maux de tête, des courbatures et de la fatigue. Et que dans cette particularité comparée à la grippe, les symptômes sont un peu échelonnés. Ça ne se présente pas du coup. Donc c'est vraiment par étapes. Au début, on a les symptômes, les maux de tête, la fatigue, les faiblesses musculaires. Et après, c'est secondairement que la fièvre et les difficultés, les signes respiratoires s'établissent. Et ce qu'on a vu en Chine, c'est qu'avec le début de l'apparition des symptômes, l'apparition des symptômes et réellement l'apparition des signes respiratoires, il y a une durée quand même d'1 semaine. Et après, c'est ça maintenant qui va un peu nécessiter les hospitalisations et la prise en charge au niveau hospitalier. Et que ce qu'on dit, qu'il y a à peu près 20% des patients qui vont arriver au niveau de l'hôpital, et parmi ces 20%, il y a 5% qui va réellement nécessiter de la réanimation. D'accord. Ah, merci beaucoup vraiment pour ces... Et qu'on a vu avec ce virus-là aussi, son réellement de prédilection, c'est les poumons. Voilà. Et on a vu aussi qu'ils peuvent être responsables aussi bien d'infection de la voie haute que d'infection de la voie basse. D'où la... Ok. Alors, merci. Mais par rapport à la durée d'incubation, alors, tout récemment, j'ai vu un papier où c'était indiqué que la durée d'incubation peut aller jusqu'aux 20 jours, comme ça, jusqu'à 20 jours. Voilà, effectivement, j'ai même entendu et que je pense que je n'ai pas eu le temps réellement de regarder cette publication, que j'ai entendu que même la durée d'incubation pouvait aller jusqu'à 1 mois. Mais vu ce qui est retenu globalement depuis le début de cette épidémie, c'est les 14 jours. Donc pour ne pas... absolument. La moyenne, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que jusqu'à maintenant, alors il y a un peu des zones d'ombre aussi sur l'état de connaissance. Ça, je peux te le dire que ce virus-là, avec cette épidémie, il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de zones d'ombre et ça, on s'en rend compte en faisant une petite littérature. Tu verras qu'il y a vraiment beaucoup de questionnements. Mais là, on va compter sur la communauté scientifique. On sait que sous peu, toutes ces zones d'ombre-là vont être en tout cas clarifiées. Alors, on a aussi vu que certaines personnes peuvent attraper le virus et ne pas développer, en tout cas, quelconque maladie, bien des signes. On les appelle les asymptomatiques. Comment vous expliquez un peu ces cas-là? Ces cas-là sont vus dans pas mal de maladies. Vous entendez parler des porteurs sains, des porteurs asymptomatiques. Peut-être en général, l'organisme arrive à maîtriser, à lutter contre le pathogène et à le contenir. Mais c'est vrai que c'est toute la difficulté qu'on a dans des maladies pareilles, les porteurs asymptomatiques. Parce qu'au moins, si tu as les signes, on sait que tu es malade. Mais si tu portes le virus et qu'on ne sait pas, c'est là où il y a plus de contamination. Malheureusement, pour te donner une explication exacte de pourquoi cette maladie symptomatique. Voilà, on pourrait peut-être même penser, en tout cas, au système immunitaire de ces gens qui sont en train de faire face à l'attaque de ces virus. Alors, c'est important, mais si on revient un peu sur le profil épidémiologique, c'est-à-dire les différentes, en tout cas, tranches d'âge qui sont touchées. Il semble que les enfants ne développent pas, en tout cas, des formes graves. Il semble que les personnes les plus âgées, en tout cas, présentent des signes qui peuvent être d'une gravité extrême. Alors, c'est les jeunes aussi, on pense que voilà, la mortalité n'est pas aussi très importante. Voilà, vous, en tant que virologue, alors voilà, quel avis vous donnez sur ça? Si on compare
cette maladie à la grippe que je maîtrise le plus, c'est les cibles ne sont vraiment pas les mêmes. Et on a tendance à dire même que c'est là une différence entre la grippe. Parce que la grippe, c'est vraiment les âges extrêmes et vraiment les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées. Mais ce qu'on a vu avec cette maladie de Covid-19, c'est que c'est vraiment les personnes âgées qui sont beaucoup plus touchées. Mais tout ça aussi, je me dis que on est au début de la maladie, parce que j'écoutais tout dernièrement une émission sur la France, et là on a vu que quand même les enfants de 0 à 15 ans occupaient quand même 1%, et que de plus en plus quand même on voit qu'il y a les jeunes qui sont touchés, mais comparé à la tranche d'âge des personnes âgées, vraiment on voit que c'est pour cette Covid-19, c'est vraiment les personnes âgées qui sont les plus touchées. Et peut-être ceux aussi qui présentent un peu des antécédents un peu sanitaires, hein, des insuffisances respiratoires, cardiaques. Ces gens-là aussi, il semble que voilà. De toutes les maladies, les personnes qui sont affaiblies, un système immunitaire un peu affaibli, payent d'habitude vraiment le. Oui. Alors, ça c'est vraiment pertinent et important. Alors, on va parler très rapidement du diagnostic. Hein. Existe-t-il un diagnostic? Hein? Voilà. Le diagnostic, l'avantage, le point réellement positif qu'on a eu avec cette épidémie, c'est que les séquences ont été vraiment disponibles dès le début. Et ça, peut-être aussi la communauté scientifique va en profiter pour remercier vraiment les scientifiques chinois qui ont mis à disposition à la communauté scientifique ces séquences qui ont permis réellement aux scientifiques, en collaboration avec les 5 collaborateurs, de mettre à disposition des tests de diagnostic vraiment fiables dès le début de cette épidémie. Et maintenant, il y a beaucoup de méthodes de diagnostic, de techniques, de tests de diagnostic qui sont disponibles. On a les tests de la biologie moléculaire, on a les tests sérologiques et aussi il y a des tests de diagnostic rapide qui sont en train d'être développés. Et pour le diagnostic, ça aussi, on le salue en tant que personnel du laboratoire parce qu'on sait le rôle qu'occupe le laboratoire dans les épidémies. Sans le laboratoire, on ne peut pas avoir de confirmation des cas. Donc le laboratoire joue vraiment un rôle primordial, un rôle central dans les épidémies. En tout cas, d'où l'intérêt de remercier beaucoup le personnel scientifique sénégalais, plus particulièrement celui de l'Institut Pasteur et des autres scientifiques qui sont impliqués dans ça. Parce que si on ne confirme pas les cas, la chaîne de transmission ne pourra pas être coupée. Alors, madame, on va aborder une autre question, parce que cette pandémie a aussi suscité beaucoup d'interrogations chez les populations. D'abord, le problème du traitement, le traitement. Est-ce qu'à l'état actuel, il y a un traitement qui existe? Ça, c'est un. Mais aussi l'histoire avec la chloroquine. Ça aussi, j'aimerais vraiment avoir votre point de vue sur ça. Est-ce qu'il y a un traitement qui existe? Moi, je te dirais d'emblée non. Et d'emblée non, parce qu'il n'y a pas réellement de traitement spécifique dont vraiment avec une efficacité démontrée contre le Covid-19. Tout ce qu'on a, c'est vraiment traiter les symptômes. Donc c'est un traitement vraiment symptomatique qu'il y a. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de molécules qui sont en train d'être utilisées. Mais c'est des molécules qui étaient là, qui étaient utilisées contre des maladies qui étaient là, par exemple contre le HIV. Il y a aussi un autre antiviral qui a été utilisé contre Ebola, bien qu'on avait vu qu'il n'y avait pas, les résultats n'étaient pas si concluants, mais qui sont utilisés dans le cadre du traitement de ce Covid-19. Et tout dernièrement aussi, comme vous le soulevez, il y a eu le débat sur la chloroquine que nous tous nous avons suivi. Il y a des scientifiques, le docteur Raoul aussi, c'est un scientifique vraiment reconnu, dont les travaux sont reconnus mondialement. Donc on ne peut pas dire que... donc c'est vraiment un scientifique reconnu. Peut-être le seul hic que la communauté scientifique n'a pas réellement... comment le qualifier?
validé à 100%. On n'a pas validé. C'est vraiment la méthodologie, utilisée. Parce que nous tous, on est des scientifiques. On nous a appris que dans la science, il y a une méthodologie à suivre, surtout pour tout ce qui est essai clinique. Et venir peut-être tirer des conclusions sur un échantillonnage un peu réduit, un peu réduit, 26. Voilà. Mais de notre côté, vu l'afflux des patients vers les services hospitaliers et en tant que cliniciens, ils n'ont rien sous la main réellement. Si on te dit qu'il y a une molécule qui sait traiter les patients, c'est vrai que c'est difficile. C'est légitime, en fait. Voilà. On peut comprendre ça. Éthique aussi de ne pas l'utiliser. Mais n'oublions pas que aussi la science aussi n'invente pas. Il y a des démarches à suivre pour avoir des résultats fiables qui ne sont pas contestés par les pairs. Merci beaucoup vraiment d'avoir donné votre point de vue sur ça, parce qu'il faut aussi parfois rappeler, en tout cas aux Sénégalais, que c'est la contradiction qui fait toujours avancer la science. Pour moi, chacun défend sa position. Ici, on peut faire appel un peu à l'éthique, vu l'urgence qui se présente. Lui, il a testé, en tout cas, l'hydroxychloroquine combinée à l'azithromycine et il voit que c'est efficace sur un bon nombre de ses patients. Et sa conscience de médecin, en tout cas, lui permet de traiter avec ça. D'autres, c'est des scientifiques aussi, vraiment qui pensent toujours au protocole, à la démarche scientifique qu'il faut avoir pour valider un traitement. Donc c'est la contradiction et c'est normal. Prions en tout cas l'histoire lui donne raison, parce que c'est dans notre intérêt. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les vaccins, en tout cas, c'est quoi l'état de la recherche en termes de vaccins? Les vaccins, comme je viens de vous dire aussi, ça rentre, il y a beaucoup d'études qui sont menées actuellement pour ces vaccins. Et les plus optimistes parlent même de 8 mois pour que le vaccin soit disponible. Mais je me dis, il faut vraiment être optimiste pour penser avoir un vaccin d'ici 8 mois. Moi, je dirais peut-être que 12-18 mois, peut-être c'est beaucoup plus plausible et encore. Donc, pour dire que, vu les études, je ne veux pas trop rentrer dans ces études, mais il y a pas mal d'études qui sont en train d'être faites et je pense que ces résultats pourront nous amener à disposer d'un vaccin qu'on ne souhaite pas utiliser pour cette pandémie. Nous souhaitons que cette pandémie passe le plus rapidement possible, mais effectivement pour le futur ce serait pas mal. Merci beaucoup, mais aussi sur le plan de la recherche, il y a des perspectives de recherche avec ce virus-là. Quelles sont les pistes de recherche qui sont en train d'être explorées par les scientifiques à l'état actuel? Concernant la recherche, il y a beaucoup de pistes, parce qu'il y a des recherches sur le traitement, il y a des recherches sur le vaccin, comme je viens de dire, et il y a des recherches aussi pour mieux comprendre la pathogénèse de la maladie. Donc là, pour les traitements, vous êtes au courant qu'il y a cette étude appelée Discovery, pilotée par les scientifiques de Lyon, qui programme de tester différents protocoles en utilisant des inhibiteurs de la protéase qui ont été utilisés contre la HIV, en utilisant des antiviraux, comme je disais tout à l'heure, qui ont été utilisés pendant l'Ebola, en utilisant aussi la chloroquine. Donc tout ça, c'est en suivant réellement une démarche méthodologique, scientifique, et on espère qu'avec des études pareilles pourront nous donner des traitements réellement spécifiques pour le COVID-19. Comme autre piste de recherche, j'ai vu aussi qu'il y a une équipe parisienne aussi qui est en train qui va mener une étude de cohorte avec différents objectifs. Un des objectifs, le premier, ça va être de voir un peu d'étudier l'évolution clinique de la maladie, d'en savoir un peu plus sur la virulence, le nombre de patients, comment ils s'infectent. Il y a un autre objectif pour récupérer
des échantillons nasopharyngés pour étudier plus le virus, sa virulence, la transmissibilité du virus, et aussi un troisième objectif pour étudier l'immunité. L'immunité un peu des personnes. Voilà, l'immunité des personnes vis-à-vis de ce virus-là. Donc je pense qu'avec les résultats de toutes ces recherches-là, ça nous permettrait vraiment de lever pas mal de zones d'ombre qu'on a actuellement avec cette maladie. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, les scientifiques sont en train de travailler pour en tout cas clarifier pas mal de choses. Alors, le cas du Sénégal, le Sénégal a pris des mesures à travers le président de la République. Il y a un comité mis en place pour un comité de riposte contre cette pandémie-là, et des mesures ont été prises et qui sont présentement en cours. Alors, vous, en tant que spécialiste, comment vous appréciez les mesures prises par l'État du Sénégal pour combattre la propagation de cette maladie? Vous savez, avec cette maladie-là, si vous regardez un peu, ça a démarré en fin décembre avec la Chine. Avec la Chine à Wuhan. Et dès le début, vous avez vu comment les Chinois ont réagi. Ils ont fait un confinement de la ville, la province de Hubei et la ville de Wuhan. Et il y avait beaucoup, je me rappelle, il y avait beaucoup de critiques disant comment on peut faire un confinement aussi vaste. Et je pense que c'est ça qui est en train d'être dupliqué dans les autres pays. Donc nous saluons là où le confinement c'est un peu retardé, on voit les conséquences après. Donc mieux les pays instaurent ce confinement, mieux il y a une maîtrise il y a une meilleure maîtrise de la pandémie. Donc nous saluons vraiment le Sénégal pour les mesures prises par le Sénégal. Les mesures vraiment prises par le président de la République pour limiter réellement, parce que les gens ont peur, parce que quand on voit ce qui se passe dans ces pays-là, et voyant notre système sanitaire, vraiment on ne souhaiterait pas. Donc toutes les mesures qui sont mises pour réellement contrer la propagation du virus, donc arrêter cette épidémie-là, sont vraiment saluées. Absolument. Donc merci beaucoup, vous l'avez entendu. En tout cas, notre virologue, en tout cas, a beaucoup salué les mesures prises par l'État du Sénégal. Donc je demande à tous les citoyens de respecter ces mesures parce qu'elles ont été élaborées dans notre intérêt. Donc faisons tout pour que ce virus ne puisse pas se propager dans notre pays, parce que nous sommes un pays sous-développé. Si on ne prend pas, en tout cas, les gardes, on risque vraiment d'aller à terre, et personne ne le souhaite. Donc respectons les mesures prises, que chacun, cela appelle à une responsabilité individuelle. Ce pays, nous le partageons nous tous, chacun doit apporter sa contribution pour qu'on puisse combattre cette maladie le plus rapidement possible. Alors, pour finir, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, vous, au-delà de tout ça, vous avez aussi beaucoup travaillé sur les virus respiratoires. Et aussi, même avant cette question, dès le début, les gens ont vu qu'au Sénégal, il y avait l'Institut Pasteur qui avait en charge la confirmation des cas. En Afrique, c'est l'Afrique du Sud et le Sénégal qui disposaient en tout cas des laboratoires qui avaient cette capacité de pouvoir diagnostiquer le virus. Alors, à ce niveau-là, est-ce que vous avez un point de vue à dire? Peut-être juste, je vais rappeler les missions de l'Institut Pasteur de Dakar. L'Institut Pasteur de Dakar, c'est vrai que c'est connu pour les Sénégalais comme avec le laboratoire d'analyse médicale. Mais il faut savoir que c'est un institut de recherche avec différentes missions. Il y a des missions de santé publique, il y a des missions de recherche, il y a des missions d'enseignement, de formation, et il y a des missions réellement de service. Il y a des missions de service. Et pour ça, en ce qui concerne les missions réellement de santé publique, parce que là c'est la santé publique, l'Institut Pasteur s'est toujours mis au premier plan concernant les pandémies, les épidémies, surtout les épidémies à caractère viral. Vous vous rappelez qu'on a eu
tout dernièrement l'épidémie contre la dengue. Ça aussi, l'Institut Pasteur était présent. L'Institut Pasteur était présent avec l'épidémie de la fièvre jaune. Et pour ça, je dis un peu qu'il regroupe, il renferme des centres nationaux de référence, en l'occurrence le centre collaborateur OMS sur les fièvres hémorragiques. Les fièvres hémorragiques virales, l'Institut Pasteur est un centre collaborateur, le OMS. Et un centre collaborateur OMS, c'est un centre vraiment à niveau international, sous-régional et réellement international. Il renferme aussi d'autres centres nationaux de référence, dont le Centre national de référence sur la polio et les virus entériques, le Centre national de référence sur la grippe et les autres virus respiratoires, le centre sur les entérobactéries, pour dire que vraiment ces centres des centres de référence font que l'Institut Pasteur est réellement un pilier du système sanitaire sénégalais. Il collabore de manière étroite avec le ministère de la Santé pour le supporter dans la lutte contre la surveillance de toutes ces maladies épidémiques. Donc, pourquoi réellement, tout au début, j'ai entendu pourquoi l'Institut Pasteur. Mais pourquoi l'Institut Pasteur? Parce que l'Institut Pasteur était dans cette surveillance, bien qu'il y ait, avant que même qu'il y ait cette épidémie-là. Avant que ça, je dis que nous avons mis en place un système de surveillance qu'on appelle un système de surveillance syndromique, sentinelle syndromique du Sénégal, le réseau 4S, qui toutes les semaines récupère des échantillons qui nous proviennent des différents sites de référence qu'on a à travers le pays. Actuellement, on a 19 sites de référence et ces prélèvements-là, on surveille aussi bien tout ce qui est syndrome grippal, donc tout ce qui est syndrome grippal, tout ce qui est maladies fébriles. Et c'est comme ça qu'on a eu à découvrir les épidémies contre la dengue, qu'on a eu à investiguer tout dernièrement. Donc pour dire que pour revenir au coronavirus, les coronavirus sont surveillés au niveau du Sénégal depuis longtemps. Depuis très longtemps, en 2008 déjà, j'ai dû faire le transfert de technologie pour l'implémenter au niveau du Sénégal. Donc depuis ça, nous avons mis en place un réseau de surveillance qui nous permet de voir comment ces virus-là circulent. C'est parti avec effectivement le réseau de la grippe, mais maintenant c'est vraiment étendu aux autres virus. Et ça nous permet à chaque fois qu'il y a un pic de syndrome de fièvre, qu'on essaie d'investiguer derrière qu'est-ce qu'il y a sous ce pic-là. Et c'est comme ça qu'on a pu voir les syndromes, les épidémies contre la dengue et autres. Donc pour dire qu'on a réagi très vite, parce qu'avant on avait une plateforme qui fonctionnait, qui testait les autres virus respiratoires, dont les coronavirus. Avant même que les réactifs spécifiques contre le SARS-CoV-2 soient disponibles, on était capable de dire que ça c'est un corona. Parce qu'on avait des réactifs qui nous permettaient de dire que c'est vraiment le virus, ce virus-là détecté était un coronavirus. Et maintenant, charge à aller avoir des spécifiques pour dire que effectivement c'est le SARS-CoV-2. Pour dire déjà, on avait une plateforme qui était fonctionnelle et déjà existante pour ça. Oui. Mais et voilà, ça me permet aussi de poser une autre question. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a élargi un peu le plateau qui fait un peu le diagnostic en impliquant l'institution IRSF, dirigée par le professeur Souleymane Mboup. Alors, comment vous, en tout cas, vous appréciez cet élargissement? J'apprécie réellement cet élargissement parce que ce que je dis souvent, dans la science, le champ est vraiment large. D'autant plus que dans nos pays, on a besoin de toutes les compétences. Absolument. Toutes les compétences. On parle de l'IRSF, mais on souhaiterait avoir d'autres laboratoires. Mais l'essentiel, ce n'est pas d'avoir des labos, mais il y a une organisation qui devrait être mise en place pour que ces laboratoires puissent fonctionner réellement de manière beaucoup plus... Voilà, absolument. En tout cas, merci beaucoup au docteur Mbaye Niang
non seulement pour avoir accepté l'invitation, mais pour avoir aussi donné des contributions très importantes. Alors, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez peut-être exprimer, prononcer le mot de la fin. Alors, peut-être il y a des perspectives. Moi, je sais que quand cette pandémie finira sa propagation, tous les pays du monde vont en tout cas prendre de nouvelles mesures. De nouvelles mesures. Quelles sont selon vous les leçons à tirer de cette pandémie-là, sur le plan de la recherche au Sénégal, mais aussi sur le plan de la santé de manière générale? Peut-être parler des leçons à tirer, à mon avis, c'est un peu tôt. Parce que là, on est vraiment en plein dans la pandémie. On ne sait pas encore réellement comment ça va évoluer. Du jour au lendemain, on dit que l'épicentre va être à New York. Nous, on est toujours à notre début, bien qu'on voit tous les jours le nombre de cas qui augmente. On prie à chaque fois pour ne pas réellement avoir des cas graves, sévères, qui vont réellement nécessiter tout ce qu'il faut comme ventilation au niveau hospitalier. On prie vraiment qu'il n'y ait pas un débordement au niveau de nos structures hospitalières, d'autant plus qu'on sait que vraiment il y a des choses à faire. Donc tirer des leçons à cette étape va être un peu difficile. Mais on espère que cette pandémie-là, il y a tellement c'est tellement différent de ce qui s'est passé, parce que à ma connaissance, c'est vraiment la première que j'ai vécue avec cet impact qu'il y a sur le plan économique. J'ai jamais vu réellement d'épidémie avec ce niveau de confinement. Donc je pense qu'on a vraiment beaucoup à apprendre encore de cette épidémie-là. On est en plein, il y a beaucoup de recherches qui sont en train d'être faites. On espère avec ces résultats qu'on va vraiment avoir beaucoup de leçons à tirer de cette pandémie. Au niveau national, si réellement j'ai des messages à faire passer, c'est d'abord vis-à-vis des Sénégalais, de la population. De la population, on a tendance toujours à dire oui, ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive qu'aux autres, mais ça, on a mis des mesures en place. On les exhorte vraiment de suivre les mesures qui ont été mises en place et d'arrêter de se prononcer sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas souvent. On a tendance à se prononcer sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Et là, il faut vraiment avoir confiance aux gens, aux experts qui sont en train de travailler là-dessus et qui sont en train réellement de voir comment arrêter cette pandémie et donc de suivre les mesures qu'on nous a édictées. Merci beaucoup. D'un autre côté, j'ai un peu suivi tout ce qui a été les régulations sanitaires internationales mises en place au niveau des pays. Peut-être là aussi, j'aurais tendance à recommander aux pays, parce que pour moi, si on arrivait à mettre en place cette régulation sanitaire internationale, parce qu'il y a eu 19 domaines qui ont été explorés, dont les gaps ont été réellement étudiés, connus. Il y a un plan national qui a été élaboré. Donc si on avait suivi, pour moi, les gaps qu'on avait vus, essayer de combler ces gaps, peut-être que l'arrivée de cette épidémie-là nous aurait permis réellement de mieux la prendre en charge. Absolument. Parce que c'était 19 domaines. Si je ne cite que les laboratoires, heureusement, il y a quand même une avancée concernant les laboratoires. Mais concernant les portes d'entrée, concernant la législation, il y a vraiment ces 19 domaines qui ont été explorés et essayons réellement de faire améliorer ces domaines-là. Ça permettrait d'être plus prêt en cas d'épidémie. Merci beaucoup. Peut-être un mot à l'endroit de vos collègues qui sont à l'Institut Pasteur. Je sais ce que c'est que réellement gérer une pandémie. C'est vraiment très stressant. Absolument.
Donc c'est vraiment du courage, du courage, et en espérant que on va s'en sortir. Encore une fois, merci beaucoup vraiment Dr Mbaye Niang. Vraiment je vous remercie du fond du cœur pour le déplacement, parce que dans un contexte aussi particulier, vous vous êtes déplacé pour venir jusqu'au niveau de l'université, vraiment pour cet enregistrement. Je vous en remercie infiniment. L'autre aspect, c'est avoir aussi accepté l'invitation, parce que cette plateforme a existé depuis 3 ans. On travaille dans les réseaux sociaux pour faire connaître, pour faire découvrir aux Sénégalais les différentes personnalités scientifiques et les résultats qui sont issus de la recherche scientifique réalisés par les Sénégalais eux-mêmes. Et le fait, en tout cas, d'enregistrer votre présence aujourd'hui, cela nous honore. Et sur ce, je voudrais très sincèrement vous en remercier. Mais aussi, j'ai été aussi, dans le cadre de mon stage de master en 2013 à l'Institut Pasteur. Et vraiment, j'ai eu à vous connaître, à vous côtoyer, mais vous êtes une personne très humble. Je me rappelle quand je devais commencer mon travail dans une boîte de génomique à l'international, j'étais venu dans votre bureau pour vous demander des conseils. Et les conseils, je les ai pas oubliés. C'est des conseils qui m'ont été très utiles dans la réussite de cette mission que me confie notre entreprise. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Donc, chers abonnés, nous l'avions annoncé tout récemment. Sous peu, on avait dit, on va inviter un virologue, les gens dont la spécialité est de comprendre les virus. Et aujourd'hui, vous avez vu, toutes les interventions venant de notre invité ont été très pertinentes et très importantes. Donc c'est ça notre plateforme Parlons Science. Et je lance un appel à toutes les télévisions sénégalaises que le débat scientifique, les scientifiques ont leur mot à dire. Il faudra asseoir des émissions scientifiques dans toutes les télévisions. Les leçons que nous avons apprises de cette pandémie, celle-ci en fait partie. Et la plateforme Parlons Science Sénégal est ouverte. Nous avons une équipe composée de jeunes scientifiques avec un esprit très ouvert. Nous sommes là pour vous permettre d'asseoir des émissions scientifiques, pour permettre à cette communauté aussi de se faire connaître à travers leurs travaux qui sont d'une utilité extraordinaire pour le pays et pour le développement du Sénégal. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro de Parlons Science. Merci beaucoup.